comment faire que cet habitat se mette au service de l'habitant. Et il faut le faire, bien évidemment, sans détériorer l'habitat. Et surtout, voir en fonction des objectifs de l'habitant, si réellement il faut ou non faire des travaux. Il n'y aurait rien de pire que se trouver rendu malade par le lieu dans lequel on espérait être heureux. Quand on a fait une visioconférence où un pneumologue est venu nous parler, ça fait peur. Bonjour, je suis Geoffrey Gouverneur, cofondateur de Soigner l'Habitat et je suis accompagné de Claude Lefrançois, alias Papy Claude. Notre mission, sensibiliser, informer et former particuliers et professionnels en vue d'atteindre des rénovations et des constructions pertinentes, salubres, pérennes, durables, respectueuses de l'environnement. Bonjour Geoffrey. Eh bien, nous faisons notre premier podcast audio. Peut-être qu'il faudrait qu'on rappelle à qui on est. Ok. Alors, égoïstement, je vais peut-être commencer par qui je suis. Donc, je suis Claude Lefrançois, plus connu sur les réseaux sociaux et tout particulièrement sur YouTube, sous le nom de Papy Claude. Et donc, pourquoi Papy Claude ? Parce que, comme vous pouvez le voir, je suis... Ceux qui sont à l'écran, ceux qui sont au podcast, non. Je suis un papy. Et Claude, parce que je me prénomme Claude, vous voyez, c'est d'une originalité rare. Alors, le papy, qu'a-t-il comme expérience ? J'ai pas mal d'années accumulées dans le bâtiment. J'ai été charpentier, j'ai été constructeur de maisons ossature-bois en massif, sous forme de mob. Je suis titulaire d'un brevet de principe constructif d'ossature-bois en kit. J'ai aussi beaucoup œuvré dans l'isolation dite à l'époque naturelle et depuis écologique ou biosourcée, tout particulièrement la ouate de cellulose. J'ai été formateur dans l'application de ces types d'isolants en vrac, ainsi que dans l'approche globale de qu'est-ce qu'un isolant et qu'est-ce que l'isolation. À quoi cela répond-il ? J'ai ensuite été donc responsable commercial pour le leader européen de la ouate de cellulose à l'époque, qui était Isofloc. Et donc, je suis depuis arrivé jusque là où je suis donc retraité. Et je suis un retraité actif dans le sens où j'ai accumulé beaucoup d'expérience dans le bâtiment, donc ce qu'on appelle du savoir ou du savoir-faire. Et il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour appliquer, il y a un temps pour transmettre. Et j'ai trouvé que c'était le temps de la transmission. Et donc, nous avons, avec Geoffrey, mon collègue, créé Soigner l'Habitat, qui est un organisme de formation. Et nous formons en nous appuyant, entre autres, grandement sur mes productions antérieures, à savoir, j'ai non seulement fait des vidéos, et j'en fais encore. Il y en a 250, 300, 350, je ne sais plus, sur la chaîne, on ne compte plus. Des vidéos qui se veulent être de fond. En tout cas, c'est ce que j'essaie de produire. J'ai aussi produit pas mal d'articles, environ 200 articles qui sont disponibles et quelques-uns sont même des articles référents pour Google. Et j'ai produit écrit deux livres que j'ai tirés des articles qui ont été publiés chez Terre Vivante. Et donc, en utilisant tout ça, on a monté, Geoffrey et moi, un organisme de formation donc, qui s'appelle Soigner l'Habitat. Et Geoffrey a baptisé cette nouvelle activité sous le nom... C'est lui qui a... C'est pas un baptême, il a proposé, on réfléchissait, le nom de habitologue. Et donc, depuis, c'est devenu quelque chose... c'est une fonction qui commence à être connue. Et nous n'avons pas l'antériorité, nous avons la paternité, puisque un autre habitologue l'a promu avant nous, c'est Antilovag, et nous sommes très fiers, sans le savoir, d'avoir copié le nom sur que Antilovag, le père des maisons bulles, a voulu promouvoir, et il disait « Je ne suis pas architecte, je suis habitologue, je conçois des habitats pour des gens et qu'ils puissent y vivre dans la nature, dans l'endroit où se situe
cet habitat et ce à quoi il est destiné, c'est-à-dire en tirer le meilleur parti pour leurs objectifs à eux. Voilà, et donc c'est un peu ça, le résumé de l'habitologue. Et Geoffrey, donc lui, avait une expérience bien plus grande que moi dans la communication. Donc nos deux compétences, c'est peut-être prétentieux d'annoncer nos compétences, mais bon, on nous les prête en tout cas, ont fait que nous sommes arrivés où nous sommes maintenant, avec un petit peu plus de 60 000 abonnés sur la chaîne YouTube. On a aussi un blog qui s'appelle Soigner l'habitat, qui compte, là, Geoffrey est plus au courant que moi du nombre d'abonnés, mais c'est pas mal quand même. Je crois combien, 15, 18 000 dans ces eaux-là ? Plus. On a une communauté à peu près 120 000 personnes qui nous suivent régulièrement. Ah d'accord, tous les réseaux confondus, quoi. Les réseaux sociaux, LinkedIn... on n'est pas sur TikTok, pas encore. J'ai un peu exploré, mais c'est encore un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, c'est déjà pas mal. Ouais, et surtout YouTube, ouais. et Instagram naissant et Facebook aussi. Oui, alors je reviens juste sur le nom habitologue, parce que ce nom, il est venu de nos discussions et de la manière dont tu présentais le besoin d'une nouvelle fonction, qui est de l'analyse du bâti avant tout type d'action, et que tu rapprochais un peu du médecin chinois et du médecin occidental. Oui, exact. Et c'est comme ça qu'est née toute la rhétorique autour du soin et du log, qui est un espèce de médecin de l'habitat. Voilà. Et donc, alors, à savoir de quoi s'occupe ce médecin ? Il se consacre à quoi ? Alors, un habitat, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un bâti. C'est d'abord quelque chose d'existant. À preuve en est, c'est qu'on transforme des granges, des locaux industriels, des locaux commerciaux, des locaux agricoles en habitat. Donc, avant d'être un habitat, ils étaient des locaux fermés. En faisant au plus simple, un sol, 4 murs, un toit. Donc, ça fait un bâtiment. Et le bâtiment devient un habitat dès lors qu'il y a un habitant. Et avec beaucoup de prétention, nous considérons qu'il devient un habitat dès lors que cet habitant est un humain. Avant, c'est un bâtiment qui accueille des animaux. Mais à partir du moment où il y a un humain et que l'humain a, paraît-il, plus de conscience de ce qu'il est et de ce qu'il aimerait être, eh bien, il a des exigences et des attentes. Et le cœur de l'activité d'habitologue, c'est précisément de prendre en compte les attentes, les aspirations de l'occupant pour son bien-être, pour sa vie, pour l'exploitation du bâti dans lequel il va vivre, donc ce qu'on appelle chez nous l'usage. Et en fonction de l'usage qu'il veut en faire, eh bien, il va falloir déterminer, suite à l'analyse du bâti, en quoi ce bâti, qui est devenu son habitat, va pouvoir apporter des réponses et participer au bien-être qu'il recherche. Et donc, comment faire que cet habitat se mette au service de l'habitant ? Et il faut le faire, bien évidemment, sans détériorer l'habitat. C'est l'objectif, c'est un des objectifs en tout cas. Et ne pas détériorer l'habitat, eh bien, c'est tenir compte de la façon dont il a été construit, de sa typologie. Est-ce que c'est une maison ? Est-ce que c'est un immeuble ? Est-ce qu'il a été construit plutôt au sud de la France, plutôt au nord de la France ? Parce qu'il est bien évident qu'on n'a pas les mêmes contraintes climatiques. On n'a pas les mêmes façons d'exploiter un bâti. Quand on est à Marseille, on vit le plus possible dehors, parce qu'il y fait, il règne un climat qui le permet. Et quand on est dans le nord de la France ou dans les Ardennes, on a plutôt tendance à vivre à l'intérieur, parce que le climat permet moins d'aller en terrasse prendre un petit pastis à midi, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc, en fonction de tout cela, eh bien, il faut adapter effectivement les travaux éventuels à faire, les améliorations éventuelles à faire, s'il y en a besoin, et surtout voir en fonction des objectifs de l'habitant si réellement il faut ou non faire des travaux, et quand on les fait, eh bien les faire
en tenant compte des spécificités du bâti. On n'opère pas de la même manière sur une maison en béton banché ou avec des murs en parpaing ou en briques de terre cuite qu'on va opérer sur des murs en bauge, en pisé ou à ossature-bois. L'habitat a toujours la même fonction, mais on ne s'appuie pas sur les mêmes outils. Donc on n'a pas les mêmes contraintes. Et on doit faire pour que ce bâti soit au service de l'habitant, mais l'habitant, il a vocation et espoir également que cet habitat soit aussi une partie, et souvent une partie très importante, de son patrimoine. Donc il n'a pas envie de voir le patrimoine se détériorer. Il faut donc s'inquiéter de la pérennité de l'ouvrage. Est-ce qu'il y a compatibilité entre ce qu'il est et ce qu'on aimerait en faire ? Les travaux qu'on aimerait y réaliser, c'est un autre point très important. Et deux autres points extrêmement importants. Le premier, c'est quand on fait des travaux, à moins de le faire pour le plaisir, parce qu'on a la passion des travaux, pourquoi pas ? J'en connais assez peu qui ont envie d'avoir des ouvriers chez eux, de la poussière, des désordres, etc., pour pouvoir vivre des travaux. C'est quand même assez peu le cas. Et ce qui déclenche le plus souvent l'exécution de travaux, qu'ils soient autoréalisés ou réalisés par des entreprises extérieures, eh bien, c'est la recherche du confort. C'est l'objectif numéro 1 des Français. Donc, confort souvent, très souvent, thermique. Et nous sommes très spécifiquement obnubilés par aussi la salubrité. Parce qu'un habitat, c'est là où on vit, c'est là où on espère être heureux, et il n'y aurait rien de pire que se trouver rendu malade par le lieu dans lequel on espérait être heureux. Et là, on rejoint les phénomènes de salubrité. Et donc la salubrité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et qui n'est pas tellement pris en compte dans les activités, dans les approches classiques que l'on a, qui sont souvent, on voudrait faire des travaux et on se dit, tiens, si je pouvais me faire aider, donc effet d'aubaine. Et donc, oui, il y a des subventions, oui, il y a des certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, etc. Il y a plein de choses qui sont faites. Les économies d'impôts, les prêts à taux zéro, etc. Il y a plein de choses. Économie d'impôts, c'est-à-dire, est-ce que je vais avoir une TVA réduite ou pas, et ça ne doit pas être la quête, ça doit être quelque chose qui peut être exploité, utilisé, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit s'orienter vers ça. Et donc, nous essayons d'amener le propriétaire de l'habitat, non pas à déterminer ce qui va être fait, l'artisan qu'il doit consulter, mais ce vers quoi il faudrait tendre pour, après la compréhension de ses attentes, après la compréhension des contraintes liées à la région, à l'implantation, à l'orientation, à la typicité de la construction, aux matériaux utilisés. Et donc, en fonction de tout ça, essayer de voir comment il va pouvoir organiser les choses. Et pour ça, il faut qu'il ait compris. Et notre rôle est plus de former et d'aider les gens à comprendre que de leur dire « vous allez faire ça ». Et puis il y a aussi autre chose, c'est que c'est aussi déterminer les pathologies, donc plutôt la médecine en mode curatif, et de faire les travaux qui permettent de les éviter, enfin qu'elles arrivent, ces pathologies. Voilà, alors effectivement, passer du curatif, parce que souvent, on fait venir le médecin parce qu'on est malade, et on fait appel à l'artisan parce qu'il y a un problème sur la maison ou sur l'appartement. Et le mieux, c'est effectivement de faire les contrôles avant et d'essayer de corriger tout ce qui peut l'être pour éviter les pathologies. Parce qu'une pathologie, quand on la corrige, c'est forcément déjà quelque chose qui nous a handicapés, parce qu'il a fallu le temps qu'on le constate, et souvent c'est plus onéreux. Et même si on répare, il reste quand même des traces. Il y a quand même eu une atteinte apportée au bâti ou à la santé des occupants. Et donc, il faut anticiper.
hein. Et donc, l'anticipation, c'est un des rôles, effectivement, de l'habitologue. Mais c'est vrai que quand il ne se passe rien chez soi, ou qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, parce que des fois, on croit que tout va bien, mais des fois, on n'est pas qu'un malade imaginaire, hein, on est un malade qui s'ignore. Hein. Et pour la maison, c'est pareil. Et de temps en temps, avoir quelqu'un, ou au moins une fois, ça serait déjà énorme, au moins une fois, consulter quelqu'un qui vient et qui dit écoutez, en fonction de vos aspirations, en fonction de ce qu'est le bâti, etc., on ne va pas refaire tout le discours, eh bien, tout va bien. Ou là, il y a un petit truc, moi, je ferai gaffe. Et faire gaffe, ben, il y a plein de solutions possibles pour ça. Il y en a qui sont plus porteuses d'avantages, d'autres plus d'inconvénients, etc. Si vous voulez, on peut regarder ensemble quels sont les avantages et les limites de chaque solution pour résoudre. Et si, au-delà de ça, vous préférez passer outre, mais au moins vous le ferez en parfaite connaissance de cause. Et ça peut être vrai aussi pour des personnes qui n'ont pas de projet de travaux. Mais c'est surtout vrai pour ces gens-là. Parce que quand on a des projets de travaux, on fait appel à quelqu'un. Sinon, ce ne serait plus un projet de travail. Hein. Alors, on fait appel au bon ou au pas bon. Enfin, pas bon, on met l'ordre qui convient ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'on fait vraiment une analyse avant ou est-ce qu'on corrige sans se poser la question si réellement on va apporter la solution la plus adaptée ou si on ne va pas générer quelque chose d'autre, hein, donc les fameux effets secondaires. Hein. Et donc ça, quand on a envie de faire des travaux, on se met en marche. Mais quand on a envie de ne pas en faire ou quand on croit qu'il n'y en a pas besoin, si c'est réellement le cas, bravo, tant mieux. On ne va pas faire des travaux pour le plaisir de faire des travaux. L'habitologue, de toute façon, il ne vend rien. Il ne vend que sa prestation d'analyse. Donc lui, ce n'est pas quelqu'un qui a une obligation de trouver des heures pour avoir une intervention dans le bâtiment. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Lui, il analyse, il discute avec son client, point. Hein. Et donc, le fait de déterminer si réellement il y a un besoin, ça, c'est primordial. Hein, c'est vraiment important. Et celui qui croit qu'il n'en a pas, s'il s'avérait qu'il y en ait un parce qu'il est un malade qui s'ignore, comme je disais, pour sa propre santé, ou qu'il ignore les pathologies potentielles ou déjà avérées dans sa maison, parce que des fois, on a tellement l'habitude de voir une chose qu'on croit que c'est normal, et puis ben non, c'est pas normal. Et c'est des fois un signe annonçateur de quelque chose qui va se détériorer. Et donc, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas faire une intervention légère qui va empêcher que la chose s'amplifie? Et donc, si à un moment donné, l'habitologue vient et dit « Je vous confirme que chez vous, il n'y a rien à faire », ben parfait. Et donc, ce dont on parle, c'est notre bien, c'est notre propriété, et c'est le lieu dans lequel on vit. C'est extrêmement important, dans lequel on met sa famille en sécurité ou pas. Et donc, si on croit qu'on l'a mise en sécurité, alors que ce n'est pas le cas, il faut le savoir le plus rapidement possible. Et si c'est le cas, on en a confirmation, tout va bien. Ce qui n'empêchera peut-être pas de consulter 2, 3, 4, 5 ans plus tard. Hein. Et donc, si réellement on croit qu'il n'y a rien à faire, c'est d'autant plus important de consulter, ça a un coût, l'intervention d'un habitologue qui est dépendant de la nature, de l'ampleur de l'intervention et de l'habitat. Mais ça a un coût, c'est évident. Sauf que ce coût, qui peut aller, on va tirer une fourchette large, de 300 € à 1 500 € si vous avez une maison de 500 mètres carrés, etc. Bon, OK. Mais à chaque fois, c'est une valeur extrêmement faible par rapport à la sauvegarde d'un bien qui nous est cher, qui abrite notre famille et qui souvent est une grosse partie de notre patrimoine. Et parce qu'on a voulu économiser ce qui correspondrait à des bouts de chandelle hein, par rapport à la valeur totale, eh bien des fois on voit effectivement cet habitat se détériorer gravement. Alors, en fait, quelque part, c'est pour enlever une charge mentale. Et ça permet de faire la transition avec le prochain sujet que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est la charge mentale qui est liée au confort. Oui, effectivement, le confort. Parce qu'on s'aperçoit de plus en plus, enfin, il y a des gens qui nous disent mais ça devient compliqué de gérer tout ce qu'on a. Et en fait, on ne pense plus soit à programmer des systèmes, des thermostats, à l'avoir sur son téléphone. Enfin, tout devient connecté. Et qu'au final, ça devient compliqué avec tous les thermostats par radiateur, par pièce, etc. Oui, et
les retours que l'on a de la part des habitologues, ou que moi je constate quand je vais aussi faire une analyse, parce que j'en fais encore de temps à autre, ne serait-ce que pour pas trop perdre la main. Hein. Et donc, c'est que on veut tellement avoir quelque chose d'hyper performant qu'on arrive à adopter des systèmes qui s'empilent à d'autres systèmes, qui eux-mêmes se sont déjà empilés à d'autres systèmes. Et au bout d'un moment, déjà, est-ce que ces systèmes ne se contrarient pas les uns les autres ? On n'en est pas sûr. Est-ce qu'ils sont compatibles ? Et puis surtout, comment fait-on pour prioriser un système sur l'autre ? Comment peut-on les mettre en accord, etc. Donc oui, il y a une charge mentale. Effectivement, à un moment donné, on avait des habitats moins confortables, mais c'était extrêmement simple. J'allumais le feu ou j'allumais pas le feu. Donc, voilà, il y a une allumette à craquer ou il n'y a pas d'allumette à craquer. C'est vrai que la charge mentale est assez réduite. Aujourd'hui, entre le thermostat, enfin bon, bref, tous les sujets qu'on va aborder, oui, il y a beaucoup à dire. C'est une charge mentale. Oui, par exemple, une maison idéale, ça serait une maison dont on n'est pas à s'occuper ni de savoir s'il fait chaud, ni de savoir s'il fait froid, mais que tout s'autogère, qu'il y a une stabilité de la température, quel que soit l'endroit où on se trouve, qu'il y a une forme d'inertie qui s'autorégule et qu'il n'y ait pas de système à gérer. Ben oui. Ça, c'est comme quand on se porte tellement bien que on va pas voir le tout-bib, quoi. Donc, alors, est-ce que c'est bien, pas bien de ne pas faire sa petite visite, surtout quand on a 70 ans ou plus, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que dans l'idéal, si ça pouvait fonctionner tout seul, d'une façon dont on serait certain, parce qu'on nous dit souvent, ça fonctionnera tout seul. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que, voilà, moi j'ai le cas d'un jeune couple, 35-40 ans. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas aguerris au système moderne. Ils ont rénové leur maison à côté de chez moi. Ils ont fait installer une chaudière à granules avec donc un pilotage centralisé, des vannes thermostatiques, etc. Et ils devaient consommer très peu. Et c'est logique qu'ils devaient consommer très peu parce que les travaux qui avaient été faits devaient amener à ça. De bonnes isolations, ce qui devait être fait avait été fait, l'étanchéification, le renouvellement d'air, la répartition des points de chauffe, maison plutôt bien orientée, des menuiseries, etc., de bonne qualité. Donc tout était fait pour que ça fonctionne bien. Ah, mais ça a très bien fonctionné. Sauf qu'ils ont acheté des palettes et des palettes de granules le premier hiver. Et donc, le chauffagiste qui avait installé leur a dit je comprends pas, parce que c'est quand même une excellente chaudière que je vous ai mise, etc., etc. Puis un jour, sur un salon, ils ont rencontré le responsable technique de la marque. Et ils ont dit, mais écoutez, votre chaudière, quand même, ok, on est bien chez nous, mais quand même, elle consomme, quoi. Et donc, il leur a demandé un petit peu ce qui s'était produit. Et on a réglé l'unité centrale, en fait, on l'a fait sous le conseil de notre chauffagiste. Et donc, après, on a réglé les vannes thermostatiques. Et on a beau faire ce qu'on veut, ça consomme énormément. Et il leur a dit, mais si vous avez un pilotage central et des vannes thermostatiques, vous vous occupez ou de l'un ou de l'autre. Et il est venu leur expliquer les choses. Et ils ont quand même divisé par 2,5 la consommation de granules pour le même confort. Et donc, on voit à quel point c'est pas si simple que ce que l'on pourrait croire. Ouais, je peux témoigner aussi d'un système chauffage par rayonnement qu'on a installé dans plusieurs pièces, chauffage par rayonnement au plafond, et en fait avec des thermostats par pièce qui se pilotent de manière assez fine, mais selon la température de l'air. Donc c'est un petit peu compliqué quand on se chauffe par... où l'objectif c'est de recevoir un rayonnement, mais qui n'est pas mesuré par les thermostats. Ouais. Donc c'est assez compliqué. En plus, on a une stratification, c'est-à-dire que l'air chaud reste plutôt en haut, normal. Et donc, pareil, si c'est l'air qu'on mesure, ça ne fonctionne pas bien. Ouais, d'autant plus que pour situer, tu es sur Paris, dans un immeuble qui n'a pas de renouvellement d'air organisé. On a un petit peu amélioré les choses depuis. Vous avez un petit peu amélioré les choses. Ouais, voilà, ça y est, on a mis le renouvellement d'air au bon endroit. Voilà, mais effectivement, au début de mémoire, donc effectivement, c'était pas tout à fait comme il convenait. Ouais. Et donc, ce qui t'est arrivé ce qui m'est arrivé, c'est que on a eu des grosses consommations d'énergie, pareil.
Et donc, on essaye d'affiner, de comprendre, parce que y a deux systèmes qui rentrent en conflit, exactement la même situation, et que après, je passais mon temps à essayer de régler, à essayer de comprendre. Donc en fait, c'est tout ça pour dire que quand on installe différents systèmes avec des systèmes qui sont censés piloter, voire piloter plus ou moins automatiquement, c'est pas aussi évident que ça. Et parfois, il faut juste avoir un seul élément à piloter que plein de petits, surtout avec des systèmes domotiques qui sont censés apprendre, mais qui apprennent pas forcément très très bien. Et donc ça, c'est juste pour le chauffage. Voilà. Parce qu'on a l'humidité. On a l'humidité. On a la salubrité. Ouais. Et on a les condensations. On a vraiment, qui sont liées, tu me diras, à l'humidité. Hein. Donc, oui, on a énormément de choses. Alors, c'est pareil, le renouvellement d'air. Donc, parce qu'on parle de ventilation. Moi, je n'aime pas qu'on parle de ventilation, parce que dans l'imaginaire populaire, la ventilation, c'est faire du vent. Et dès lors que j'ouvre le matin et le soir, surtout si je suis dans un appartement traversant, eh bien, j'ai effectivement du vent. Donc, on se dit, c'est bon, j'ai ouvert le matin, j'ai ouvert le soir, 5 minutes, hein, et j'ai ventilé. Non, là, on a créé un courant d'air, mais on n'a pas régulé. Et donc, le renouvellement d'air, c'est une régulation. Ce n'est pas du ponctuel. C'est comme si, en voiture, vous disiez de temps en temps, tiens, je suis en train de monter une côte, je vais mettre mon ventilo pour refroidir mon moteur. Ah j'ai fini de monter la côte, je ferme le ventilo. Il y a de grandes chances que vous fassiez pas mal de joints de culasse. Hein. Donc, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, un renouvellement d'air, c'est quelque chose qui est permanent. Et dans ce renouvellement d'air, on a plein de choses. Notamment, par exemple, dès lors qu'on a un renouvellement d'air, par exemple en VMC double flux, ou par insufflation, on a des filtres à changer. On arrive à faire les analyses chez les gens, ils ont une double flux, on dit, vous avez changé les filtres quand ? Pardon, vous me parlez de quoi là ? Oui, les filtres sur la machine là. Ah bon, il y a des filtres ? Oui, elle a quel âge votre machine ? Il y a 7 ou 8 ans qu'elle tourne. Je ne vous dis pas, quand on enlève les filtres, il n'y a plus beaucoup d'air qui passe. Les courants d'air, là, ça ne craint pas. Hein. Mais par contre, ça veut dire que la machine n'est plus du tout opérationnelle. Et ça veut dire que les gens, sans s'en rendre compte, vivent dans un milieu qui n'est pas forcément propice à leur bonne santé. Hein, parce que renouveler l'air, c'est évacuer les excès de CO2. Quand il y a trop de CO2 dans l'air, c'est de l'inconfort lié à de la somnolence quand on devrait être en vigilance et à des phénomènes de difficulté à dormir quand on voudrait se reposer. Hein. Donc, c'est quand même pas simple. C'est aussi des microparticules dans l'air, c'est des bactéries qui circulent dans l'air, etc. Et donc, on a fait une visioconférence où un pneumologue est venu nous parler. Ça fait peur. Hein, ça fait peur. Et donc, quand on a donc... Alors, juste, ça fait peur, pourquoi ? Parce que, en 2 mots, qu'est-ce qu'il nous a dit qui, effectivement, est assez inquiétant ? Ce qu'il nous a dit qui est assez inquiétant, c'est que une bonne partie, en tout cas, des maladies des voies aériennes sont liées à des défauts de qualité de l'air. Or, l'air que l'on a dans une maison, c'est quoi ? Ou dans un habitat, peu importe, un appartement, c'est pareil. C'est d'abord de l'air qui était à l'extérieur et qui est entré. Soit parce qu'on a ouvert le matin et le soir, hein, soit parce qu'on a organisé un renouvellement d'air. Donc, de toute façon, notre air intérieur n'est que l'addition d'air extérieur avec la vie qu'on a menée dedans. Et la vie qu'on a menée dedans, on a puisé de l'oxygène. Au bout d'1 jour, 2 jours, il y a encore assez d'oxygène dans l'air pour nous alimenter. Ce n'est pas un problème, ça. Mais par contre, on a rejeté du CO2. Et très rapidement, sur un système relativement confiné, et il faut qu'il le soit. Parce que sinon, on va revenir aux habitats du 19e siècle ou d'avant, hein, où effectivement, il n'y avait pas de phénomène de pollution dans l'air intérieur plus que dans l'air extérieur. Parce que pour que la cheminée fonctionne, des fois, il fallait laisser la porte entrebâillée. Donc là, du renouvellement d'air, on en avait, mais on n'avait jamais chaud, parce que la chaleur partait, etc. Donc, ça n'est pas la solution. Donc, il faut, pour consommer peu, et nous devons consommer peu, pour dépenser peu, pour importer de l'énergie en quantité la plus limitée possible, et surtout,
pour ne pas émettre de gaz à effet de serre, notamment le fameux CO2, parce que chaque fois qu'on crée une combustion d'un combustible ou d'un carburant, c'est relâcher du CO2 qui a été piégé. Et donc, c'est déséquilibré un peu plus. Hein. Donc, il faut chauffer moins. Hein. Et la question finale, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'alléger... Enfin, non, c'est plutôt de prendre en compte, au moment de la conception et d'une rénovation ou des travaux qu'on fait, d'anticiper le fait qu'on aura une charge mentale si on a plein de trucs à penser. Ouais. Si c'est une somme de petits détails pour que... Et donc, de prendre ce truc en compte, que ça soit aussi bien au niveau de l'entretien qu'au niveau de la qualité de l'air, donc qui doit se gérer de manière la plus simple possible, que de la gestion du chauffage ou que de la gestion des rafraîchissements. Donc c'est un peu ça, hein, l'idée. Voilà, alors, pour aller dans le sens là, ça serait d'utiliser, autant que faire se peut, dans les travaux, puisque nous, on est surtout spécialisé dans les... Pas spécialisé dans les travaux, mais dans l'habitat, qui nécessite d'avoir éventuellement des améliorations. Et on n'arrête pas d'entendre parler d'amélioration énergétique. Donc effectivement, il faut que l'on aille vers l'amélioration énergétique, c'est nécessaire. Et donc, si on veut aller améliorer, on nous dit aujourd'hui, utiliser des matériaux les plus isolants possibles. La classe des isolants les plus performants, ce sont les mousses d'origine pétrochimique. Une mousse d'origine pétrochimique, je ne veux pas dire qu'elle soit complètement fermée au flux de vapeur. Mais elle n'en est pas loin. Et donc, il n'y a pas de ce qu'on appelle la perspirance, hein, la possibilité pour une paroi de laisser migrer la vapeur d'eau issue de nos activités. Et donc, si on ne laisse pas cette vapeur d'eau s'évacuer, il va falloir l'évacuer avec un renouvellement d'air. D'où mon discours de dire en permanence renouveler l'air, renouveler l'air, renouveler l'air, puisqu'on tend vers des habitats étanches au flux d'air, mais aussi et parce qu'on nous incite à utiliser des matériaux qui bloquent la sortie de la vapeur d'eau. Donc ça, c'est un premier handicap. On a un autre handicap qui est si on ne renouvelle pas, et attendu que nous utilisons pour les cosmétiques, pour le nettoyage, la maison, etc., pour laver le linge, on entend très souvent, ça sent le propre. J'aime bien quand chez moi, ça sent le propre. Eh bien, sentir le propre, ça sent rien par définition. Parce que dès lors qu'on a une odeur, c'est qu'on a un COV. On a quelque chose qui est dans l'air qui ne devrait pas être là, puisque initialement, il n'était pas là. Donc, on a ajouté quelque chose. Donc, ce sont déjà... Alors, on peut le faire avec des huiles essentielles, par exemple. Hein. Sauf que le pneumologue qui est venu nous voir, qui nous a fait une visioconférence, disait que les vapeurs issues de certains de ces produits qui sont privilégiés souvent, y compris pour des raisons écologiques, hein, eh bien, nos poumons, lorsqu'ils les ont... lorsque c'est venu imprégner la paroi des poumons, les poumons ne peuvent plus s'en débarrasser. Ça reste imprégné à vie. Hein. Donc, ok, c'est bien, les huiles essentielles, faisons gaffe à la façon dont on les utilise. Alors, moi, je suis dans l'Allier. Dans l'Allier, on a une spécificité, une commune très connue. On achète les bougies de nanana. Voilà. Alors, les bougies qui sentent bon, quoi. Hein, elles éclairent pas, on s'en fout. De toute façon, il y a belle lurette qu'on n'achète plus de bougies pour s'éclairer. Hein. Donc, on s'éclaire plus à la chandelle. Mais par contre, c'est beau. Alors oui, on en a mis aussi chez nous. C'est vrai que ça fait... On les allume pas. Mais on les allume pas. Hein. Donc là, jusque-là, ça va à peu près. Mais dès lors qu'on les allume et que ça diffuse des odeurs... eh bien, ça y est, on est là aussi dans un air qu'on a pollué. Et quand on allume une bougie, eh bien, il y a des résidus de combustion. Ça fait des particules, des microparticules qui se baladent dans l'air. Alors, on entend beaucoup parler des microparticules liées au diesel, qui sont très dangereuses, pas de contestation là-dessus. Hein. Mais si on y ajoute à nous, parce que celles qui sont dans l'air extérieur, attendu qu'il est entré dans nos habitats, elles sont aussi dans nos habitats. Hein. Donc, on ne peut pas empêcher que ça se produise. Et, puisque de toute façon, il faut renouveler l'air pour de multiples raisons qu'on ne va pas développer toutes ici. Mais si en plus, on rajoute encore d'autres microparticules, si on fait la cuisine, mais on a des résidus de
combustion et de cuisine qui se baladent dans l'air, alors effectivement, ça peut être agréable d'avoir une odeur. On a les odeurs de frites, on a les odeurs des fois de choses. Bon, on aime ou on n'aime pas, ça c'est clair. Moi, je mange des sardines grillées chez moi quand je suis tout seul parce que le noyau familial n'aime pas l'odeur des sardines. Bon, ok. Mais effectivement, toutes ces odeurs qui sont là dans l'air, ce sont absolument des choses très dangereuses pour notre santé et nous n'y prenons pas assez garde. Oui. Et donc, y compris pour le renouvellement d'air, de prévoir un système qui soit simple, qui soit efficace, donc déjà bien installé. Il vaut mieux un système qui soit simple et bien installé, où on est sûr d'avoir une efficacité, même peut-être pas la plus, même énergétique, la plus performante, pointue, ou la plus pointue, mais dont on est sûr qu'elle va fonctionner au moment où on va en avoir besoin, y compris l'hiver où il faut évacuer la vapeur d'eau qui est en excès. Avec et éviter les risques de condensation. Et donc aussi, si on rajoute un système simple à un système simple à un système simple, on arrive à un ensemble qui est relativement simple. Alors que quelle évidence! Oui, mais si on met un système qui est compliqué, avec beaucoup de technologie, avec un pilotage qui est aussi compliqué, qui demande de l'entretien, et qu'on met ça sur tous les systèmes, on a plus de chances déjà de ne pas avoir la performance attendue, parce que l'entretien sur le long terme va être plus compliqué à gérer. Et ça, c'est quelque chose, donc c'est ce qu'on appelle un peu, nous, la charge mentale des systèmes auxquels c'est assez peu pris en compte, en fait. C'est très peu pris en compte, puisque chaque spécialiste qui vient pour son sujet, parce que ce soit un ingénieur, en règle générale, ils sont de plus en plus spécialisés. Un artisan, on sait qu'il y a des artisans tout corps d'État, ok, d'accord, bon, souvent quand même, ils ont une spécificité une spécialité sur laquelle ils sont plus pointus. Alors après, ils ont des notions qui leur permettent de dire « ouais, mais je suis tout corps d'État ». D'accord. Mais quand même, chacun a une spécificité qui lui est propre. Hein. Et donc là, il maîtrise le sujet et il va avoir tendance à vendre le système le plus pointu possible. Et effectivement, comme tu le disais, si on a un système simple qui s'ajoute à un système simple et encore un autre système simple, déjà, ça se complexifie un peu. Mais ça reste simple. Et ça reste dans un niveau de compréhension qu'est le nôtre. Et parfois, si on se trompe, c'est pas trop grave. Mais par contre, si on a un système compliqué qui se combine avec un autre système compliqué, avec un autre système encore plus compliqué, et encore pire, quand on vient nous dire « attention, on va vous vendre un truc qui va piloter le tout », alors là, moi, j'ai les plus grandes craintes possibles et imaginables, parce que, sauf à être geek au maximum, et toi, tu l'es déjà un peu, et malgré tout, tu nous dis... quand même, à un moment donné, c'était pas simple. C'est Gaston Lagaffe. Hein. Pour faire un truc hyper simple, il fait des choses... Voilà. Et tu as bien dit le mot qui convient. Il n'y a pas que Gaston, il y a la gaffe avec. Ouais, mais en fait, il prenait plaisir à inventer des systèmes complexes qui lui solutionnaient 5 minutes de sa vie, mais il est passé 3 ans. Oui. Mais et souvent, les 5 minutes n'étaient pas valables pour tout le monde. Il y avait de la poésie dedans, c'est ça. Avec Gaston, oui, c'est la mouette, hein, etc. Donc, oui, c'est clair, Gaston, c'est un monde. Hein. Homme Delja. Mais tout le monde n'est pas Monsieur Gaston. Non. Alors, il y a un fournisseur qui va nous complexifier un petit peu le pilotage. C'est un fournisseur d'électricité. Alors, c'est pas tellement le fournisseur. Le fournisseur, ce sont ceux qui nous les vendent. C'est celui qui va la transporter. D'accord. Et gérer l'alimentation de chacun. C'est Enedis. D'accord. Hein? J'avais pas compris que c'était eux qui allaient gérer. Parce qu'on avait les heures creuses et les heures pleines. Voilà, ça c'est l'abonnement. Ça c'est effectivement quelque chose qui est lié à la société, à l'entreprise. C'est EDF, c'est Enercop, ils sont plusieurs. Hein. Donc, on achète de l'électricité à ce fournisseur. Et ce fournisseur, lui, l'électricité, il l'achète à un producteur et il nous la vend. Mais entre deux, elle doit être transportée. C'est un peu comme Amazon. Vous achetez à un commerçant qui va vous livrer à vous, le consommateur. Et ça fonctionne plutôt bien. Où est le problème avec Amazon ?
ou n'importe qui est censé livrer quelque chose qui a été acheté à distance, c'est le transporteur où ça coince. Parce qu'ils ne viennent jamais ou pas toujours à l'heure qui a été indiquée, le jour qui a été indiqué, etc. Donc, bon, voilà. Et donc, l'électricité, c'est pareil. On a des producteurs, on a des consommateurs et on a un transporteur. Alors, des fois, le producteur est le même que celui qui vous livre. Enfin, pardon, pas qui vous livre, mais qui vous le vend. Ça peut être EDF. Par exemple, EDF est le gestionnaire des centrales nucléaires en France et d'autres choses, hein, et nous livre de l'électricité. Par contre, le transport entre les deux, ça, c'est à la charge d'Enedis. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut comprendre d'un réseau, c'est que tout comme si vous avez trop de monde sur une autoroute, vous avez un bouchon, et ça ne va pas. Si vous n'en avez pas assez, eh bien, il y a un coût d'exploitation qui augmente et il va falloir augmenter le coût du péage. Et pour le consommateur, ça ne va pas être terrible non plus. Hein. C'est l'abonnement. C'est l'abonnement. Eh bien, dans l'électricité, un réseau, dans une limite extrêmement petite, il doit être maintenu en fonction de son dimensionnement dans un flux qu'il peut assumer. S'il y en a trop, il saute. Et s'il n'y en a pas assez, eh bien, il n'y a pas de capacité de livrer de la part du fournisseur l'intégralité de ce que l'utilisateur voudrait acheter. Et donc, il faut réussir à organiser ça. Alors, c'est parti des années 60 où on a décidé en France de passer à une production d'électricité hydroélectrique, donc la grande vague des grands barrages qui avait commencé dans les années 50. Hein, et ensuite, on est passé à l'électricité nucléaire. Alors, on ne va pas faire la géopolitique de l'époque, mais on avait un président de la République à l'époque qui avait, possiblement à juste titre, ce n'est pas l'objet du débat, décidé qu'il fallait absolument que la France se dote de bombes atomiques. Et pour ça, il fallait faire les recherches, il fallait produire, etc. Donc, et ça ne pouvait pas, à la taille de la France, se faire uniquement sur le budget militaire. Ça n'était pas possible. Donc, on a concomitamment développé des centrales nucléaires. Les Anglais, par exemple, eux, se sont appuyés sur le savoir et les capacités des États-Unis et sont devenus un petit peu des vassaux des États-Unis sous quelque forme. Voilà, bon, je dis bien, on ne va pas entrer dans la géopolitique. Et en France, on a voulu rester indépendant. Alors, jusque dans quelle mesure, etc. Quand on fouille un peu, des fois, on trouve des choses qui sont surprenantes. Mais peu importe. Et donc, on a créé des centrales nucléaires. Une centrale nucléaire, elle est comme tous les systèmes, elle est d'autant plus performante qu'elle tourne de façon linéaire. Qu'est-ce qu'une centrale nucléaire ? C'est tout simplement, donc on explose des atomes, hein, et donc c'est ce qu'on appelle la fission. Et cette fission, elle dégage énormément de chaleur. Hein. Et donc, ce dégagement de chaleur, on s'en sert pour faire bouillir de l'eau, pour la chauffer, créer un réseau qui va être sous pression. Et grâce à cette pression, on va faire tourner des turbines qui vont, elles, produire de l'électricité. En fait, c'est la cocotte minute de Denis Papa. Un petit peu plus sophistiquée quand même. Un peu plus puissante aussi. Un peu plus puissante aussi. Mais c'est ça. Hein. Et donc, à un moment donné, ce circuit, il faut le refroidir. Donc, on utilise énormément d'eau. C'est pour ça qu'on a toujours des centrales nucléaires qui sont installées soit près de fleuves ou de rivières à gros débit, soit près de la mer. Et quand on voit ces tours, ce qu'on appelle des aéroréfrigérants, avec d'énormes choses qui en sortent, où on se demande ce que c'est. C'est de la vapeur d'eau, tout simplement, parce que faire évaporer de l'eau, ça consomme énormément d'énergie, énormément de chaleur, et donc ça fait baisser la température de ce qu'on a évaporé. Et donc, ou en partie évaporé. Et on peut rejeter dans le fleuve ou dans la mer. Et donc, ces centrales nucléaires, ce sont de très grosses installations et ça ne peut pas se piloter à la demi-heure près, encore moins à l'heure près, encore moins à la journée près. Donc on s'est dit, on va les faire travailler linéairement, ça sera le meilleur pour leur rendement. C'est juste. Sauf que la nuit, on dort, on consomme moins d'électricité que le jour. Et donc on avait un risque de voir les réseaux exploser la nuit parce que trop d'électricité non consommée. Donc on a inventé les heures creuses.
Et on a développé énormément, c'est une spécificité assez française quand même, le ballon d'eau chaude, le boiler, comme disent nos voisins suisses. Et donc, ce ballon d'eau chaude, on produit de l'eau chaude la nuit, et donc ça consomme l'électricité qui est en excès sur le réseau. Ça permet de un petit peu lisser les choses et d'avoir des centrales nucléaires qui restent dans un rendement relativement intéressant. Et aujourd'hui, nos centrales donc produisent beaucoup. On a eu, il y a 1 an, 2 ans, des difficultés parce qu'on avait décelé des fuites, des faiblesses qu'il fallait corriger. Et donc, ça a été corrigé. Donc, aujourd'hui, elles sont en pleine capacité de produire. On produit, on a essayé de rester linéaire, sauf que, parallèlement à ça, on s'est dit, bon, il faut aussi, et quand même, qu'on aille vers les énergies renouvelables, ce qui est une excellente chose. Et on a installé beaucoup de photovoltaïque. Et le photovoltaïque, il y a des jours où il y a du soleil, il y a des jours où il n'y en a pas. Et il y a des périodes où il y a du soleil, il y a des périodes où il n'y en a jamais. Et de la l'éolien nuit aussi, c'est pareil. Et le vent, c'est pareil. Voilà. Donc, on a ce qu'on appelle des énergies non pilotables. L'hydroélectricité, par exemple, c'est en partie pilotable parce que vous ouvrez ou pas les vannes de votre barrage. Mais par contre, le soleil, il est là ou il n'est pas là. Le vent, il est là ou il n'est pas là. Alors, si vous êtes un jour de grand vent qui balaye bien les nuages, vous avez de l'éolien et du photovoltaïque. Et vous l'avez quand ? L'après-midi. Et si en période de production moindre, votre centrale nucléaire, votre système moyen français permet d'avoir quelque chose qui fonctionne toujours. Eh bien, au moment où ça va produire trop et que ça sera non consommé, on va en manquer. Et à ce moment-là, on ne pourra pas livrer tout le monde. Ou on va éventuellement même devoir délester. Donc, on a connu une période où on voyait de gros industriels, des consommateurs, d'énormes consommateurs, on leur disait, on peut vous faire des tarifs préférentiels si, en période de manque, on peut vous délester, c'est-à-dire vous en livrer moins. Et donc, on a équilibré le réseau avec ça. Et ça, le particulier, lui, il n'a pas vu ça. Et donc, lui, il est avec son fameux compteur bleu, donc à heure pleine, heure creuse. Et les heures creuses, aujourd'hui, les plus forts pics de production, avec une électricité non consommée, ça n'est plus la nuit. C'est le jour, quand il y a du vent et du photovoltaïque. Et donc, Enedis s'est trouvé, pour pouvoir justement alimenter sans que le réseau saute, parce qu'on est en excès, ou sans qu'on soit en incapacité de livrer tout le monde, on a dit il faut équilibrer les choses. Ouais. Et donc par les prix. Par les prix. Par les prix et par les fameux abonnements. Donc, alors, on a été tellement habitués depuis 60 ans. C'est dans les années 60, le compteur bleu. Donc, il y a 60 ans que ça dure. Et où c'est immuablement les mêmes choses. Alors, après, il y a eu quand même quelques petites variantes. Il y a eu le JP, les heures creuses, et jours pleins et jours non pleins, etc. Bon, voilà. Ça continue encore pour certains, le JP, mais je pense que ça va s'arrêter parce que c'est plus très intéressant. Ça coûte tellement cher. Voilà, et c'est plus intéressant ni pour le particulier ni pour EDF. Donc à partir du moment où aucun des deux belligérants ou des deux, peu importe, partenaires, n'y trouve son compte, forcément, il faut s'attendre à ce que ça s'arrête. Et par contre, on est toujours avec notre système qui doit nous permettre une adaptation. Et donc, on a aujourd'hui une répartition des heures pleines, heures creuses. On garde la même appellation. Ça sera piloté par le même système dans le boîtier électrique. On aura toujours ce clic qu'on entend quand ça déclenche et qui fera qu'on aura des heures creuses et des heures pleines. Alors, on aura toujours des heures creuses la nuit. On en gardera parce qu'on continue quand même linéairement à moins consommer la nuit que le jour, mais on en aura aussi le jour. Et donc, il faut s'attendre à... Alors, ça va s'appliquer à partir de novembre. Et donc, il va y avoir des propositions qui vont être faites, de nouveaux types d'abonnements, etc. Tout ça va se discuter. Et individuellement, chacun devra devra contacter son fournisseur ou sera contacté par son fournisseur et devra se positionner. Et ça se pilotera très bien avec ceux qui ont le système Linky. Alors, on est on est contre, là encore, débat. C'est pas l'objet de cette
échange que l'on a. Hein. Mais donc, il faut effectivement que les gens se préparent à ne plus être dans le linéaire, dans la stabilité des horaires. Ouais. Et donc, éventuellement, de mettre des systèmes qui soient compatibles. Oui. Et par exemple, ces fameux ballons tampons dont on a déjà parlé, mais on va peut-être pas rentrer dans le détail. On ne va pas rentrer dans le détail. Mais peut-être, oui, d'avoir des systèmes qui profitent de ces avantages tarifaires. Oui, et entre autres choses, par exemple, parce que beaucoup de gens se disent « Ouais, on a incité les gens à installer du photovoltaïque et aujourd'hui, EDF va racheter l'électricité infiniment moins chère. » Oui, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher si on est un petit producteur. Donc, ça ne présente plus d'intérêt économique. Non. Par contre, l'autoconsommation, oui. Toujours oui. Et donc, il faut continuer à installer du photovoltaïque chez soi, mais pour soi. Et donc, lorsque l'on ne consommera pas cette électricité photovoltaïque qu'on aura produite, on pourra la stocker. Donc, ça veut dire qu'il faut peut-être pas surdimensionner des installations, mais les dimensionner de façon très raisonnable et se dire qu'à un moment donné, on achètera de l'électricité et à un moment donné, on s'autosuffira. Et dans le projet, essayer de mettre en place des systèmes de batteries. Alors, les batteries les moins chères, les plus durables, etc., c'est les batteries thermiques. C'est-à-dire qu'on fait de l'eau chaude avec l'électricité qu'on autoproduit. Maintenant, on n'a peut-être pas besoin de 300 litres d'eau à 80 degrés qu'on va consommer dans la nuit qui vient. Hein. Donc, voilà, à un moment donné, c'est plein. Donc, on peut aussi avoir des systèmes de batteries. Ou des ballons tampons. Ou des ballons tampons. Parce qu'on parlait d'eau chaude sanitaire, là, je pense que on peut faire des ballons qui servent à alimenter un réseau. Voilà, un réseau de chauffage. Mais ce réseau de chauffage, l'été, on n'en aura pas besoin. Non. Hein. Donc, et on ne va quand même pas installer des piscines qu'on va en plus chauffer à une période où on n'aurait pas besoin parce que le soleil le ferait très bien. Et puis c'est vrai que le photovoltaïque, c'est pas en hiver qu'il est le plus puissant. Voilà, on dira ça. Et donc, alors, par contre, ce qu'il faut voir de ça, c'est que, par exemple, j'ai souvent entendu des gens dire « Mais moi, j'ai un appartement, je fais comment pour mettre du photovoltaïque ? Donc moi, je suis condamné à toujours payer de l'électricité plein pot. » Eh bien non. Grâce effectivement à ces nouvelles heures creuses, rien ne vous interdit, et je peux même vous dire que EDF vous y incite très fortement, vous pouvez mettre, on ne va pas mettre des batteries en quantité phénoménale, mais on peut avoir un peu de batterie chez soi, stocker un peu d'électricité, et EDF sera très heureux que vous lui en achetiez aux heures creuses, ou l'autre fournisseur, hein, je dis EDF parce que c'est le fournisseur quand même numéro 1, hein, et que cette électricité, vous la consommiez pendant les heures où on risque d'en manquer. Et donc, vous ne tirerez pas sur le réseau à un moment où il est en faiblesse, et vous le soulagerez à un moment où il est en excès. La seule contrainte, c'est que vous ne soyez pas vous-même producteur d'électricité photovoltaïque, où vous risqueriez, de façon détournée, d'en acheter à vil prix pour la revendre au prix cher. Donc, c'est pour votre autoconsommation que ça va être incité. Hein. Mais donc, vous voyez, ça n'est pas que pervers. Hein. De toute façon, c'est vertueux et il faut qu'on aille vers ça. Hein. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'électricité et de ses variations de tarifs. Eh bien, écoute, Claude, on arrive au bout de cette première séance de podcast, ce premier podcast. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous écoutent. Soyez indulgents. C'est quelques petits problèmes techniques qui auraient pu se produire. Et puis sinon, si vous posez des questions, on essaiera d'y répondre. Oui, tout à fait. Donc sous la vidéo sur YouTube et puis après sous les podcasts, je pense que vous pouvez laisser des commentaires. Si ça vous a plu, en parler autour de vous. Si on peut dire dans la dernière minute qui nous reste, qu'on va traiter de sujets qui peuvent être d'actualité, des sujets pratiques pour les particuliers, des sujets plus orientés pour les professionnels, on verra, mais on aura des invités aussi autour de l'immobilier, je pense qu'on peut déjà révéler ça.
l'immobilier en général, hein, donc ça va des financements jusqu'à la réalisation des travaux et l'entretien. Oui. Donc toute la chaîne, la conception aussi. Et que l'on va essayer d'avoir un rythme très régulier aussi. On va essayer de se tenir à En tout tout cas, on ça. s'est équipé pour. Voilà. On n'aura pas d'excuses au niveau technique. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt et abonnez-vous.